les prochaines personnes. Donc, je remercie tout le monde pour votre participation à cette nouvelle édition des 45 minutes Chronotech. On a lancé cette année avec une fois Paris. Donc, chaque mercredi, dernier mercredi du mois, on présente en 45 minutes un sujet autour de l'exercice de la profession, en vous apportant les infos essentielles du thème, un outil et un contact privilégié. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse au système d'isolation durable avec notre partenaire Soprema qui va nous présenter dans un premier temps leur stratégie R&D durable et puis dans un second temps vous donner différentes applications pour les toitures, les parois, etc. Un petit mot sur l'UNSFA Paris pour qui ne connaîtrait pas bien. Donc, nous sommes une union syndicale d'architectes, employeurs et indépendants rattachés à l'UNSFA, première représentation nationale des architectes. On travaille bénévolement pour défendre la profession et améliorer nos conditions d'exercice. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on va plus loin ensemble. Et puis, je laisse la parole à Stéphano. Merci beaucoup Tarek, merci à tous ceux qui sont connectés, merci à l'UNSFA pour cette opportunité. Donc moi je suis Stefano Milleferni, je suis prescripteur pour le volet isolation durable pour Soprema France sur un secteur qui inclut l'Île-de-France, les Hauts-de-France et un bout de Normandie. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Tarek, je vais vous présenter très rapidement le groupe Soprema. J'espère que la majorité d'entre vous le connaissent déjà. Un peu plus en détail, notre démarche durable, l'innovation durable, ça fait vraiment partie de l'ADN de Soprema. Et ensuite, on va regarder un petit peu comment ça se décline tout ça par solution pour isoler les toits, les murs et les sols. Et à la fin, je vous présenterai un outil pour avancer là-dessus tous ensemble si vous le souhaitez. Donc, le groupe Soprema, en quelques mots. Voilà notre mission. Notre mission, c'est de vous accompagner aujourd'hui dans vos projets, puisque les bâtiments que l'on construit ou que l'on rénove aujourd'hui, on sait qu'ils seront là pendant 30, 40, 50 ans, on l'espère du moins. Et donc, il faut faire les bons choix aujourd'hui d'un point de vue environnemental, sociétal, économique, technique, réglementaire. Et on est là pour essayer de vous aider donc à construire ou à rénover des bâtiments dans lesquels les occupants et les gens qui travaillent dedans seront bien pendant toute la durée de manière durable. Ça, c'est notre vision, notre histoire. C'est une société familiale qui a été fondée en 1908 à Strasbourg, en Alsace. Le siège est encore aujourd'hui à Strasbourg. Soprema signifie Société des produits et revêtements d'étanchéité mammouth parce qu'effectivement, nous sommes nés avec les membranes d'étanchéité bitumineuses. Le premier produit phare inventé par notre fondateur s'appelait le mammouth. Et puis, comme je vous disais, c'est une société familiale puisque notre président d'aujourd'hui, Pierre-Étienne Binchedler, c'est l'arrière-petit-fils du fondateur Charles Gézen. Aujourd'hui, on a une présence mondiale sur tous les continents, 12 000 collaborateurs, 130 sites de production. Après, ce que je tiens à rappeler, c'est que quand même tous les produits qui sont fabriqués, qui sont vendus sur le marché français sont fabriqués en France. L'étanchéité, on a trois usines, Strasbourg, Val-de-Reuil et Avignon. Pour l'isolation, on a plusieurs usines en Bourgogne, à Bordeaux, dans les Vosges pour la fibre de bois. Et on est en train d'en construire trois au moment où je parle. Donc voilà, on a vraiment un engagement pour investir, pour ne pas déindustrialiser la France, pour ainsi dire. En parallèle, tout à droite, vous voyez d'autres chiffres qui nous tiennent à cœur. C'est les chiffres liés à notre recherche et développement. Comme je vous disais déjà dès l'entrée, dès l'introduction, on est un groupe qui a l'ADN et l'innovation dans son, enfin, qui a la R&D et l'innovation dans son ADN. Donc, pas mal de centres de recherche et des brevets entretenus. Au niveau de nos métiers, eh ben, on a commencé avec l'étanchéité bitumineuse. Ensuite, on a développé tous les autres types d'étanchéité, liquide, synthétique. Ce qu'on appelle aujourd'hui la fonctionnalisation des toitures, végétalisation, sopranature, photovoltaïque, soprasolar et gestion des eaux, skywater.
l'isolation avec les gammes fibres de bois et ouate de cellulose pour le biosourcé, polystyrène extrudé, polyuréthane pour ce qui est du non biosourcé. Une filiale qui s'appelle Genatis Bluetech qui s'occupe de toute la partie lanterneau et puis des distributeurs du matériau et des agences de travaux voilà, qui ont leurs compagnons et qui posent nos produits et ceux aussi évidemment d'autres et pas que les nôtres. Voilà, pour l'introduction et l'histoire de Soprema, ça en est tout. Maintenant, comme je vous disais, on investit pas mal d'argent en innovation et bon, depuis déjà quelques années, le principal but de notre recherche et développement, c'est d'essayer de décarboner. On vient d'assez loin parce qu'absolument tout ce qu'on faisait il y a une vingtaine d'années, c'était du pétrole. Et assez vite, on a compris qu'il fallait sortir de ça. Donc aujourd'hui, deux axes majeurs en recherche et développement pour nous. Le premier, c'est vraiment le biosourcé. Le biosourcé qui s'applique sur tous les métiers. En bas de cette diapo, vous voyez l'étanchéité. La Mammouth Neo, ça a été la première et c'est à ce jour l'unique membrane d'étanchéité bitumineuse biosourcée du marché. Ça fait déjà 10 ans qu'on l'a lancée, mais ça nous a pris une bonne dizaine d'années pour la développer. On a remplacé 80% en poids des molécules qui la composaient, qui venaient de la pétrochimie par les mêmes molécules, mais faites à partir d'huile de colza. Donc, un bilan carbone nettement meilleur que toutes les autres membranes d'étanchéité du marché, qu'on retrouve d'ailleurs dans une F2S qui est individuelle et c'est un cas unique et qui dure 50 ans et non pas 30. Mais après, parmi d'autres projets en R&D pour essayer de travailler, de remplacer la pétrochimie par la chimie de la biomasse, qui sont en cours, il y a quand même déjà quelque chose de bien courant aujourd'hui, c'est en isolation, c'est par exemple la fibre de bois. Quand on parle de biosourcé, c'est l'exemple le plus concret que je peux vous apporter. Déjà, premièrement, il faut savoir que la fibre de bois n'est pas du tout un produit innovant, récent ou nouveau. En fait, Soprema a racheté Pavatex en 2016. Pavatex, c'était un fabricant suisse, un industriel suisse qui a commencé à fabriquer de la fibre de bois dans les années 30 du XXe siècle. Donc, ça a été inventé dans la même décennie que les laines minérales de verre et de roche que l'on connaît très bien. C'est arrivé en France que dans les années 2000. Mais nous, en tant que fabricants, on a presque un siècle de recul sur ce produit-là dans le monde germanique. On sait très bien comment l'utiliser, comment et quoi pas faire avec, d'ailleurs, aussi pour que ça se passe bien. C'est fabriqué à partir de déchets de scierie, donc on plante pas les arbres pour faire des isolants, pour les abattre pour faire des isolants. En fait, c'est des déchets de scierie, donc on a vraiment un exutoire utile pour toute la filière bois locale dans le vrai sens du terme. On va pas chercher notre bois à plus de 90 km autour de notre usine qui est dans les Vosges, donc c'est du bois français. C'est un processus qui est plutôt pas très énergivore. On chauffe à peine plus de 200 degrés à comparer avec les 1200-1500 qu'il faut attendre pour faire de la laine minérale qui ont des propriétés proches. On a 93 à 97% d'emploi du produit, c'est du bois. On met que 3 à 7% de liant. Et en fin de vie, c'est parfaitement recyclable. Donc voilà en quelques mots en quoi ce produit est vertueux du début à la fin de son cycle de vie pour l'environnement. Donc voilà notre engagement pour les biosourcés. Je suis là pour en témoigner. Ceci étant, on s'aperçoit que le biosourcé ne peut pas remplacer l'isolant, les matériaux traditionnels partout comme un copier-coller. Nous avons à notre gamme des isolants plastiques issus de la pétrochimie qui sont le polyuréthane et le polystyrène extrudé qui ont des caractéristiques techniques qu'on ne pourra pas reproduire en biosourcé. Pour le polyuréthane, c'est la performance thermique qui est la meilleure du marché. Pour le polystyrène extrudé, c'est la résistance à la compression, la tenue à l'eau, la résistance mécanique. Donc tout ça, en biosourcé, on ne sera pas capable de le faire rapidement. Et c'est pour ça qu'en fait, en parallèle, en plus de développer le biosourcé, on a un deuxième axe de recherche et développement qui est celui d'essayer de baisser le bilan carbone de ces produits-là, qui ne sont pas biosourcés, en travaillant sur les matières premières de récupération et le recyclage des déchets. Et donc, pour le polystyrène extrudé, aujourd'hui, on sait le faire à 100% à partir de polystyrène recyclé. Là, vous voyez à l'écran des barquettes de poissonniers. Bah, c'est tout à fait avec ce type de déchets que si on fait le tri et on les récupère, on peut faire 100%
de notre polystyrène extrudé à partir de ces matières-là. Et un polyuréthane, c'est un peu bon, non, c'est pas tout à fait le même combat, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, on a lancé une démarche qui s'appelle Sopraloop. On est les premiers à avoir breveté ce type de procédé. On a une usine à Strasbourg qui est la première de ce type dans le monde, qui récupère des déchets plastiques type bouteille de lait pour en faire du polyol, qui est un des deux composants qui vont dans l'isolant polyuréthane. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça reste une usine pilote. On a encore un petit peu de pain sur la planche, mais grâce à ce process-là, globalement, on pense que notre polyuréthane devrait avoir plutôt un des meilleurs bilans carbone, on va dire, parmi les isolants polyuréthane sur le marché. Et pour finir, quand on parle à la fois de biosourcé et de recyclage, on ne peut pas ne pas citer la ouate de cellulose, isolant vertueux de par sa nature. Il est issu de récupération et recyclage de déchets de papier. Historiquement, c'est du papier de journal, un processus très light d'un point de vue environnemental, pas d'apport de chaleur, il n'y a pas un point de notre usine à plus de 50 degrés, on ne consomme pas une goutte d'eau, on met 11% en poids d'un adjuvant, et puis voilà, et puis on a un produit qui est rapide à mettre en œuvre, qui est économique, qui est très performant d'un point de vue thermique d'hiver et d'été, qui est rentré dans les DTU en tant que matériau traditionnel. Donc, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que, comme je vous disais, c'est fait normalement à partir de déchets de journaux et aujourd'hui, les gens ne lisent plus les journaux. Et donc, du coup, ou très peu, ou de moins en moins. Et du coup, la ressource papier de journal, elle devient compliquée pour nous à aller chercher. Donc, on a trouvé une alternative que vous voyez en bas. On a développé un nouveau produit qui s'appelle l'Universel Crystal, dans lequel on a tout simplement remplacé le papier de journal par des déchets de glacine. La glacine, ce papier glacé jaunâtre que vous voyez en rouleau dans la photo en bas au centre, qui est support d'étiquette et dont on a découvert qu'il y a 80 000 tonnes chaque année en France qui sont utilisées, 500 000 en Europe chaque année, qui sont utilisés par différents secteurs, l'agroalimentaire, la logistique, l'industrie. En fait, à chaque fois que vous voyez une étiquette sur un colis ou sur un bien, elle se trouvait avant sur un rouleau de glacine qui tournait sur une étiqueteuse. Et donc, toute cette glacine-là, aujourd'hui, elle n'est pas recyclée. Elle est soit en fût incinérée, ou mieux, on est les seuls à la recycler à ce jour. On a breveté un process qui nous permet d'être en train de créer la première filière de recyclage de glacine. Donc, à partir de zéro, on est en train d'aller chercher ces milliers de tonnes qui sont dans la nature. Et en plus, ce produit-là, du coup, il apporte un vrai avantage pour les applicateurs aussi parce qu'elle fait beaucoup moins de poussière que la ouate traditionnelle quand on la souffle. Donc, en attendant, voilà, de monter en puissance avec les quantités, parce que comme je vous disais, la filière n'existait pas avant qu'on commence, nous, il y a 2 ans, à la créer. Voilà, ce produit, ça nous permet de affronter le futur avec confiance. Les bonnes idées ont un bon futur, des beaux jours devant elles. Fin de la première partie. Je vais rentrer un peu plus dans la technique des applications et je vais commencer par les toitures, les toitures plates. Alors, en toiture plate, à ce jour, il existe chez nous un seul et unique, je crois sur le marché, si je ne me trompe pas, un seul et unique système d'isolation support d'étanchéité en biosourcé. Ça s'appelle le Pavarouf. Il se compose d'une fibre de bois et d'un liège expansé sous une membrane PVC autoprotégée sur un pare-vapeur régulant et le tout pour l'instant sous ATEX, mais avec un domaine d'emploi qui pour l'instant est assez restreint puisqu'on peut faire ça que sur éléments porteurs bois et terrasses inaccessibles. Nous allons évidemment continuer à faire nos travaux de recherche et pour faire évoluer cette technique, pour élargir le domaine d'emploi. On espère avoir quelque chose dans les mois à venir. Entre-temps, c'est quand même une solution qui apporte
qui apporte du confort d'été, de la performance acoustique sur des structures légères qui en ont assez peu, tout en étant conforme à la réglementation incendie dans les ERP et au meilleur classement vis-à-vis du feu venant de l'extérieur en choisissant le bon élément porteur et la bonne membrane d'étanchéité. Pour toutes les autres applications, donc sur toiture, béton ou acier, eh ben pour l'instant, il n'y a pas de solution biosourcée. Donc, vous pouvez continuer à prescrire notre bon vieux polyuréthane et figrine, d'autant plus que maintenant, vous savez, parce que je viens de vous le dire, qu'on le fait en bonne partie à partir de déchets plastiques recyclés. Ou alors, si c'est une toiture renversée, ça sera plutôt sur béton uniquement, ça sera plutôt du polystyrène extrudé de la gamme Sopra XPS. Lui aussi, je vous en ai vanté les mérites, ou en tout cas les efforts qu'on fait d'un point de vue environnemental. Sur les toitures en pente, quand on les isole par l'intérieur, bah chez nous, on retrouve par contre plutôt des produits biosourcés en semi-rigide. Donc, là, il y a une notion importante, notamment sur la fibre de bois. On est capable de faire des produits rigides, donc pour nous, c'est tout ce qui est au-delà de 100 kg du mètre cube, qu'on aura plutôt tendance à mettre à l'extérieur parce qu'il se comporte bien vis-à-vis de l'eau et du feu, et des produits semi-rigides ou flexibles, si vous préférez, c'est pour ça qu'on les a appelés les Pavaflex, qui font 50-55 kg du mètre cube, qui sont donc souples et qui sont plutôt destinés à l'isolation par l'intérieur. Ils ont les meilleures valeurs de lambda, ils descendent à 38 ou 36 et ils sont vraiment l'alternative biosourcée aux laines minérales dans les applications traditionnelles qui sont les leurs, donc les rampants de comble et les doublages. Ça se pose comme les laines minérales. On a des avis techniques qui visent une pose identique à celle des laines minérales. En revanche, comparé à l'isolant traditionnel qu'on met dans ces applications-là, c'est-à-dire la laine minérale, le grand avantage, c'est qu'on a des produits qui ont une densité beaucoup plus importante, une capacité thermique beaucoup plus importante et donc dans l'ensemble une meilleure capacité de stockage de la chaleur en été et donc ce fameux effet de déphasage qui permet d'améliorer le confort d'été dans des pièces qui n'ont pas, qui n'ont pas ou peu de masse, d'inertie thermique, on va dire. Donc, deux produits chez nous pour cette application-là. Le Pavaflex Comfort, donc c'est de la fibre de bois semi-rigide, mais on a aussi le Pavacel, qui est un panneau fait à 80% de ouate de cellulose et à 20% de coton recyclé. Donc, c'est vraiment un panneau, un produit issu de l'économie circulaire, très agréable à la pose, très doux et plutôt performant en acoustique grâce justement à cette souplesse. Un peu moins dense que le Paraflex Comfort, donc ça sera un poil moins poussé en confort d'été, tout en étant quand même meilleur que les isolants traditionnels. Après, les toitures inclinées, on peut aussi les isoler par l'extérieur. Et j'avoue que je dis ça, aujourd'hui, ça pour moi, sur Paris, c'est un de mes deux plus gros sujets. C'est ce qu'on appelle le sarking. Donc, le sarking, c'est l'isolation de la thermique de la toiture par l'extérieur. Typiquement, quand on rénove une couverture parisienne en zinc ou en ardoise ou un mélange des deux, voire des fois aussi de la brique, même sur Paris, pardon, de la brique, de la tuile, même sur Paris, même s'il y en a moins. Bref, dans tous ces cas-là, quand on rénove la toiture aujourd'hui, la couverture, aujourd'hui, de plus en plus, il est courant d'intégrer entre la charpente existante et la nouvelle couverture qu'on vient mettre dessus, ces produits-là, des produits à fort déphasage, à fort pouvoir déphasage, et donc à forte contribution au confort d'été, parce qu'effectivement, les toits de Paris, ils ont beau être iconiques et connus dans le monde entier, les pièces qui se trouvent juste au-dessous, elles deviennent de moins en moins vivables en période estivale et parfois caniculaire. Donc aujourd'hui, on peut améliorer les choses grâce à ces produits-là. Alors nous, chez nous, c'est Soprema, on a trois options pour cette application-là. Des fois, on est limité par les PLU en possibilité de rehausse de la toiture. Dans ce cas-là, on peut faire du 100% polyuréthane avec un produit qui s'appelle Effisarking, qui est un lambda très performant, donc ça sera moins épais. Mais forcément, c'est du polyuréthane, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de déphasage et et en acoustique, c'est carrément mauvais. À l'autre extrême, on a
On peut faire du 100% fibre de bois avec les produits qui sont cités, Pavaterm et ou Isolair Multi. Je vais vous en dire un mot juste après. Dans ce cas-là, on maximise le déphasage, on maximise la performance acoustique, mais par contre, ça peut être très épais et donc, dans certains cas, on se heurte à des limites de rehausse dans certains PLU. Et puis, bah, en troisième voie, qu'on est les seuls à proposer, le meilleur des deux mondes, entre guillemets. On gagne sur tous les tableaux en associant donc du polyuréthane avec de la fibre de bois. Le polyuréthane permet de garder un épaisseur globale du système raisonnable et maîtrisé. La fibre de bois apporte le déphasage et l'acoustique. Et en plus, voilà, pour contrer une autre idée reçue sur la fibre de bois, l'isolaire multi, qui est notre produit le plus dense, il fait 200 kg du mètre cube, et va à ce niveau de densité-là, il a une double certification. Il est à la fois isolant et écran de sous-toiture rigide, ou pare-pluie si vous préférez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fibre de bois ne craint pas l'eau quand elle a la bonne densité pour la bonne application. Donc effectivement, c'est encore une fois un produit qui peut être posé sans un pare-pluie dessus. Il est aussi rigide, il peut être posé directement les chevrons sans un panneau support. En face, on a le Pavaterm qui a les inconvénients de ses avantages et vice-versa, c'est-à-dire que bah, forcément, il est moins dense que l'isolaire multi, il ne fait pas parapluie, il a besoin d'un panneau support, mais comme il est moins dense, il est plus performant en thermique. Donc voilà, en gros, sur cette application-là, il y a beaucoup, comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup d'épiceries fines. Chaque toiture est différente. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si vous avez des projets de ce type-là, on va regarder en détail qu'est-ce qu'on a, quelle est la solution la plus adaptée à votre cas de figure. Parce qu'en plus, une fois qu'on a traité l'isolation, on a aussi toute la gestion des échanges de vapeur à traiter. On a une gamme complète de pare-vapeur, de frein-vapeur, de membranes d'étanchéité à l'air qui peuvent être mises à l'intérieur, à l'extérieur, entre les deux. Bref, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets de ce type-là. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un de mes plus gros sujets sur Paris. Pour les combles perdus, j'en ai déjà un petit peu parlé, je ne vais pas m'attarder trop longtemps. C'est la ouate de cellulose en vrac à souffler chez nous, la solution. Soit l'universel plus traditionnel, soit l'universel cristal à base de glacine, conforme au DT. Donc, une mise en œuvre qui est identique à celle de laine minérale pour des performances, voire un peu meilleures, identiques, voire meilleures, parce que c'est meilleur d'un point de vue confort d'été, c'est plus dense. Ça s'envole pas avec le vent grâce à la densité. Et c'est très, très bon aussi en thermique d'été avec des lambdas de 39-40. Voilà. Pas de spécificité majeure, c'est une technique désormais traditionnelle. Je passe aux parois verticales, donc les murs, et donc particulièrement les murs par l'extérieur. Je vous disais, c'est mon autre grand sujet aujourd'hui, notamment en rénovation dans l'habitat historique, voire patrimonial sur Paris. C'est l'isolation par l'extérieur sous enduit. Donc chez nous, on a deux produits d'une même famille, le Powerwall Smart qui va sur un support béton et maçonné et le Powerwall GF XL qui va sur un support bois. Pour ces deux produits-là, on a déjà plusieurs avis techniques. C'est une technique courante. Alors pourquoi plusieurs avis techniques? Parce qu'on est co-titulaire des avis techniques avec les fabricants d'enduits. Et donc aujourd'hui, on est partenaire avec la grande majorité d'entre eux. Je ne vais pas les citer pour pas froisser celui que j'oublierai malencontreusement, mais en fait, après, si vous voulez savoir qui sont, bah, vous me poserez la question plus tard. En gros, on travaille avec tous les principaux acteurs et avec ces avis techniques et avec les appréciations de laboratoire, les PV-feu, en gros, par rapport au risque feu qui vont avec, on est capable de faire du bâtiment d'habitation jusqu'à la troisième famille et de l'ERP parce que c'est des systèmes qui sont conformes à la réglementation feu en façade, la fameuse IT 249, jusqu'à 28 mètres et dans beaucoup de cas, on n'a même pas besoin d'avoir recours à des traitements avec des bandes de recoupement en laine de roche ou autre. Le gros avantage de ce système-là, et pourquoi aujourd'hui il est je vous dis, il est courant, il est de plus en plus plébiscité, notamment en rénovation. L'intérêt, c'est que c'est des produits c'est un système, l'isolant plus l'enduit, qui est perméable à la vapeur. Donc sur un mur
ancien qui a déjà un petit peu d'humidité dedans, bah, il réduit à zéro le risque de condensation, moisissure et pathologie qu'on pourrait avoir avec un système étanche de type polystyrène plus un enduit plastique. Euh, voilà pour le Powerwall Smart sur le support béton et maçonné. Le Powerwall GFXL, comme je vous disais, il va sur le support bois. C'est un peu moins simple là. On est déjà limité en hauteur à 15 mètres et on est limité aux ossatures porteuses, même si, bon, je fais un peu de teasing. On attend la publication d'un ATEX qui va bientôt changer la donne, qui permettra de faire de l'ITE sous enduit en fibre de bois sur FOB jusqu'à 28 mètres. On attend la publication, c'est imminent, donc je vous en dis pas plus. Vous aurez mes coordonnées pour les plus curieux. Vous pourrez m'appeler ou m'envoyer un mail. Je viendrai vous voir dans vos agences pour vous en parler plus en détail. En attendant, là, un petit grand trou dans la raquette. Pour l'instant, on n'a pas de solution simple pour faire du bardage de la façade ventilée avec un isolant biosourcé. Pareil, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On espère avoir une solution, peut-être première moitié de 2026. C'est pas très simple, mais on y travaille parce qu'on sait qu'il y a une forte demande. Pour l'instant, on n'a pas de solution donc simple en ITE sous bardage ventilé en isolation biosourcée. Des fois, les murs, on les isole par l'intérieur. Et là, on retrouve nos isolants semi-rigides biosourcés que je vous avais déjà montré pour les combles, pour les rampants de combles, Pavaflex Comfort, Pavacel P et Pavacel DB. On va voir ce que c'est le Pavacel DB. Déjà, pour vous rassurer, ils ont ici aussi des avis derrière des plaques de plâtre, des parements Stéphano, Oui, je crois qu'il y a eu un petit souci technique. oui. On a eu Pourquoi? un petit blocage, donc désolé tout le monde, on va pouvoir reprendre. Ouais. Bon, j'espère qu'on n'a pas perdu trop de secondes de communication. Donc, j'étais en train de dire euh, sur ces produits-là, donc la Zavi Technique qui vise plusieurs choses, les doublages, les cloisons derrière plaques de plâtre sur ossature, les ossatures bois porteuses et non porteuses, un remplissage. Pour ce qui est de la mise en œuvre en doublage, il faut être conscient que dans ce cas-là, on a un pare-vapeur systématique, contrairement à l'isolation traditionnelle, pour lequel il est recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Dans notre cas, c'est obligatoire. Pour la, pour le Paracel DB, voilà, comme je vous disais, grâce à cette composition unique qu'il a, ce produit-là, il est très performant en acoustique. Donc, on a créé une référence spécifique en 45 mm, le Paracel DB, qui va dans les cloisons séparatives entre deux plaques de plâtre. Et après, dernier sujet pour l'isolation, pour l'ITI, pour ainsi dire, bah, c'est des produits qui sont très performants. Après, c'est pas ce qu'il y a de moins épais. Hein. Pour être totalement honnête avec vous, on sait très bien que dans certains quartiers de Paris, on peut pas toucher à la façade. On a quand même envie de rénover et d'isoler, mais le mètre carré de surface habitable, il est pas donné. Donc, chaque centimètre, voire millimètre qu'on gagne en épaisseur de notre système de doublage, c'est pas anodin. Et donc aujourd'hui, on a développé une autre solution en polyuréthane. Chez nous, ça s'appelle l'Effimur Reflex. On a non seulement c'est du polyuréthane, donc avec un lambda très avantageux, mais en plus on a mis un parement réflecteur dessus qui permet d'améliorer la résistance thermique de la lame d'air qui se situe entre l'isolant et le parement plaque de plâtre avec une ossature métallique. Et donc grâce à cette technique-là, on a fait faire des notes de calcul savantes par des bureaux d'études, là où en
en laine minérale, il vous faut 12 centimètres pour une performance réglementaire, appelons-la comme ça, et en biosourcé, c'est même 14 ou 15. Avec les fumeurs réflexes, avec 9-10 centimètres, vous vous en sortez. Donc, certains trouveront que c'est toujours trop épais, mais bon, aujourd'hui, à vrai dire, sur le marché, je vous défie à trouver moins épais. Donc, une solution qui n'est pas biosourcée, mais qui reste quand même pertinente. Et en plus, j'ai envie de dire, d'un point de vue environnemental, c'est pas complètement idiot non plus, parce que si vous y pensez bien, qui dit moins d'épaisseur dit aussi moins de masse, moins de matière, et donc moins de matière, c'est intrinsèquement moins d'impact, moins de consommation de ressources. C'est flagrant quand on regarde les analyses de cycle de vie dans les FDES. Je termine avec les derniers deux sujets. Paroi horizontale pour les sols. On a inventé un produit qui s'appelle le Parasol, qui est le premier et l'unique isolant biosourcé qui peut aller sous chape. Alors aujourd'hui, le grand standard sous chape, c'est notre propre TMS en polyuréthane, donc on n'est pas là pour le remplacer, on n'y arrivera pas de toute façon. Mais l'idée, c'est d'offrir une alternative pour certains projets ou programmes un peu de niche, là où on a une volonté de pousser vraiment très loin le curseur en biosourcé. Et quand on a des contraintes en toiture et des contraintes en façade et qu'on ne sait plus où le mettre le biosourcé, bah, on ne pense pas forcément aux chapes, aux sous-chapes, au sol. Et là, on a voilà, une solution qui s'appelle le Pavasol, qui a son certificat CERMI avec classement sol pour des charges d'exploitation jusqu'à 500 kg du mètre carré. Deux modes de pose qui sont possibles aujourd'hui, soit plancher intermédiaire 100% fibre de bois, 100% acoustique, soit un plancher bas thermoacoustique en superposition avec notre TMS qui reste par ailleurs toujours disponible comme son frère ou TMS-DB pour ce type d'application en isolation sous chape. Et enfin, une application qui est vraiment destinée à l'ERE 2020 pour la construction neuve. C'est pas nous qui la commercialisons, c'est notre partenaire A2C Préface, ça s'appelle la dalle bébé, bois béton. C'est une prédalle en béton armé nervuré dans lesquels ils intègrent un atelier entre les nervures, notre fibre de bois, et puis c'est complété sur chantier avec une dalle de compression de 5 cm à vie technique pour 5 épaisseurs. Tous les types de planchers peuvent être réalisés avec, du plancher bas jusqu'à la toiture terrasse en passant par les intermédiaires. Et l'intérêt de cette solution, c'est vraiment que dans le cadre d'une RE 2020, c'est l'optimum entre prix de la solution et impact carbone. Pour faire très très simple, vous avez un bilan carbone à peine moins bon que celui d'une dalle en CLT pour un prix à peine supérieur à celui d'une dalle en béton armé traditionnelle. Donc une solution vraiment vraiment intéressante et pertinente. Et puis dernière en bas, tout en bas, pour les constructions neuves aussi, on a toute une gamme de polystyrène extrudé et polyuréthane très large, très flexible et très adapté à toutes les problématiques d'isolation, soudalage, mur enterré et semi-enterré et soubassement. Voilà. On m'avait dit un thème, un outil, un contact. Bah, l'outil, il est là. On vient tout juste de le sortir. Ça s'appelle le guide des systèmes d'isolation. C'est dans cette documentation-là que vous retrouvez, qui est disponible en ligne sur notre site internet, que vous retrouvez absolument plus ou moins tout ce que je viens de vous dire, hein, sous forme de fiches application par application, système par système, avec toute notre gamme d'isolants et leur application mixte. Un thème, un outil, un contact. Voilà, le contact, c'est moi, comme je vous disais, pour Île-de-France, Hauts-de-France et Haute-Normandie, pour tous vos sujets isolation, biosourcée et bas carbone. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Stéphano pour cette super présentation. On va vous ouvrir les micros et on accueille Thibaut Chiron, le trésorier d'UNSFA Paris, pour la séance de questions-réponses. Salut Thibaut. Salut tout le monde, bonjour, merci Tarek d'avoir ouvert la vidéo et merci Stéphano pour cette super présentation très complète et on voit vraiment votre gamme très étendue de produits. Alors, parmi les premières questions que l'on a reçues, la première, donc meilleur choix pour par vapeur avec biosourcé en ITI. Est-ce que vous avez des recommandations et notamment sur des
des pare vapeur hygrovariables avec un SD très grand où la nature de la paroi doit-elle être prise en compte en amont également? Euh, non, alors nous, pour moi, il faut se conformer aux avis techniques et aux textes de référence qui existent. Donc, dans notre avis technique, on reste sur des pare-vapeurs avec des SD supérieurs à 18 mètres. Ou alors, si la membrane, si le pare-vapeur hygro-variable, il a un avis technique qui permet l'usage, ben, on y va sans problème. De manière générale, oui, il faut prendre en compte la nature de la paroi, mais ça, justement, si on se réfère au texte, au référentiel d'application, c'est que les référentiels d'application, ils prennent en compte la nature de la paroi, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément le même type de pare-vapeur en ossature bois sous un enduit qu'en ossature bois avec un bardage ou qu'en en mur construction traditionnelle, un mur maçonné. Mais en tout cas, voilà, si on se conforme au texte qui existe, on ne risque pas d'avoir de mauvaises surprises. D'accord. Donc l'hygrovariable est un plus, mais pas forcément une nécessité particulière. Non, non. D'accord. Sur la nature de la paroi, bien sûr, oui, si elle est prise en compte, existerait, alors ça, c'est des questions qui ont pu être posées en amont, hein, avant la présentation. Existerait-il des PU et PSE perspirants? Que faut-il en penser? Alors, PU, à ma connaissance, non. C'est-à-dire que déjà, la mousse en PU, nous, on en fabrique du PU. La mousse en PU, elle est déjà assez étanche. Et en plus, on met dessus des parements qui la rendent encore plus étanche. Donc, à ma connaissance, du PU étanche, il n'existe pas. Et le seul PSE, enfin, pardon, peu perméable. Et le seul PSE perméable que je connais, bah, c'est un PSE dans lequel on a fait des trous. Donc, il est perméable localement. Donc, Oui. je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à faire la même chose avec le polyuréthane. Chez nous, on n'a pas fait ça, mais je suis pas au courant. Euh, pour moi, voilà, Et si on commence à faire des trous, c'est pas enfin, au-delà d'être perspirant, ben, les ça reste, oui, je ne suis pas au courant qu'il y a eu des sinistres, mais je suis quand même un peu perplexe, hein. J'attends de voir. Pour moi, voilà, dans tous les cas, si on fait des trous, c'est que localement, on rend perméable à quelques endroits, donc bon, finalement, ça devient un produit discontinu. Donc bon, à surveiller si toutefois vous avez un produit qui sort de ce type-là, vous ne voilà, manquerez pas de nous en informer. voilà. En rénovation, quel type d'isolant conseillez-vous en toiture en pente lorsqu'il y a déjà un complexe polystyrène plus laine de verre entre chevrons? Mettre en plus un isolant type triso-toiture actif est-il une bonne solution? La question est longue, hein, donc on va le faire en plusieurs étapes. Alors, je me permets une boutade. Le trisotoiture d'Actis, non, c'est pas une bonne solution. On a des produits équivalents chez nous qui sont nettement, nettement meilleurs sous la marque ATI. Alors après, de manière générale, ces produits-là, produits isolants réflecteurs minces, c'est des compléments d'isolation. Donc, ils sont intéressants vis-à-vis de comment ils renvoient la radiation solaire en été, mais donc ils peuvent apporter une contribution intéressante en confort d'été, mais ça peut pas faire la totalité de l'isolation d'une toiture. Les isolants en place, s'ils sont en bon état, d'habitude, on peut les laisser en place. Si leur valeur thermique n'est plus celui d'actualité, on veut mettre un complément. S'ils sont encore en bon état, on peut les laisser en place. S'ils sont pas en bon état, vaut mieux les retirer, les remplacer par quelque chose de complètement nouveau. Bah, on me demande mon avis. Bah, je peux vous citer l'exemple de chez moi. J'ai fait la rénovation de chez moi ces derniers mois. Bah, chez moi, j'avais de la laine de verre dans les combles qui étaient plus en très bon état. Et bah, je l'ai enlevé et qui ne répondait plus aux critères et je l'ai remplacé par de la fibre de bois semi-rigide qui aujourd'hui est extraordinaire aussi bien en hiver qu'en été. Après, de produits super, il y en a plein. Il faut dans tous les cas, voilà, si les produits en place, ils sont encore en bon état et on décide de les laisser,
Il faut par contre faire attention, du coup, à ce moment-là, à si ce sont des produits perméables ou imperméables à la vapeur et bien faire gaffe à avoir toujours les produits imperméables côté chaud et les produits perméables côté froid. D'accord. La grande règle de base, c'est ça. Et bien pensé au pare-vapeur. Oui. Euh, bien, alors, dans la continuité, est-il préférable de retirer la laine existante et d'appliquer une laine de bois sur l'ensemble de la toiture? Un complément de ventilation intérieure est-il nécessaire? Voilà, vous voyez, la question est un peu longue, hein. Quel air est conseillé d'atteindre en rénovation de toiture pour ressentir un meilleur confort d'été et d'hiver? Alors, oui, comme je disais, bah, si l'isolant existant il n'est pas en bon état, vaut mieux le remplacer. Donc, encore une fois, c'est ce que j'ai fait chez moi. Très important, effectivement, veiller à la ventilation. Systématiquement, bah, quand on fait une rénovation globale, il faut se poser, ou même partielle, mais importante, il faut quand même se poser la question de la ventilation. Si le système de ventilation existant il est suffisamment, il est adapté, il est suffisamment dimensionné, ou s'il vaut mieux le remplacer. Parce que, bah, effectivement, on rend souvent l'immeuble, les habitations plus étanches, et donc il faut évacuer la vapeur d'eau par un système de ventilation adapté, la vapeur d'eau qui ne passera plus à travers les parois. Ensuite, au niveau du R, bah aujourd'hui, les aides financières à la rénovation et les réglementations visent des R qui sont de 6, il me semble, en rampant de comble aménagé, 7 en comble perdu. En comble perdu, en réalité, on peut facilement aller jusqu'à 9, 10, voire plus. En rampant de comble, 6, oui, 6, 7, c'est bien. La résistance thermique, elle est très importante pour le confort d'hiver. Elle est aussi importante pour le confort d'été. En confort d'été, ça peut être encore un plus supplémentaire si, en plus de miser juste sur la résistance thermique, en plus on mise sur un produit qui a, puisque les combles aménagés les combles sont une structure légère qui n'a pas d'inertie thermique. Je vous dirais pas du tout la même chose pour une dalle en béton, hein. Sur une dalle en béton, en isolant, on n'apporte quasiment rien en termes d'inertie, mais sur une structure légère comme une toiture en bois, si en plus d'avoir un bon air, on choisit un isolant qui a une bonne densité et une bonne capacité thermique, bah là on a le maximum de l'effet vis-à-vis des risques de surchauffe en été. D'accord, avec un bon déphasage. Christine Despo, CDco Habitat nous précise Effinergie R10, il lui semble. Voilà, c'était pour précision. Et Finergie, oui, 10, je pense, un comble perdu, probablement. Un comble aménagé, Voilà, je pars vérifier. Je pars vérifier, à revérifier ensemble. Autre question. Biosourcé et membrane d'étanchéité. Cas ou obligation, cas ou option biosourcé et bâti ancien avec enduit ciment égale non capillaire. Enduit proscrit en ITI, mais en ITE aussi, point d'interrogation. Alors, justement, membrane d'étanchéité à l'air, bah, quand on est un ITI, nous, dans nos avis techniques, on a un pare-vapeur systématique obligatoire qui fait aussi office de membrane d'étanchéité à l'air. Donc, quand on est un ITI avec un isolant biosourcé, c'est pare-vapeur étanche à l'air systématique. Quand on est un ITE, pas du tout. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on isole, on veille à avoir les couches étanches à l'air, enfin à la vapeur côté intérieur et les couches ouvertes à la vapeur côté extérieur. Donc, typiquement, bah, nous, nos systèmes d'ITE, ils sont sous des enduits qui doivent être respirants. Parce que l'isolant, il est perméable à la vapeur et l'enduit qui va dessus, il faut qu'il le soit aussi. Autrement, ça ne marche pas bien. Voilà, je crois que c'était ça la question. D'accord. Oui, alors, problème de planéité, c'est toujours dans la continuité. Problème de planéité du support mural. Dans quel cas un enduit de redressement est-il obligatoire ou peut-on s'en affranchir? Euh, alors là, aujourd'hui, bah, nos partenaires
un enduit que je n'ai pas cité, mais ils ont tous, mais que vous connaissez, j'espère, ils ont tous plus ou moins un service de diagnostic de façade. Ils sont en mesure. Alors après, il y a des textes qui s'appliquent. Le CPT, isolation par l'extérieur sous enduit, donne des valeurs mini de planété du support à réception pour pouvoir faire de l'ITE, mais voilà, les systémiers, comme on les appelle, ils ont des services de diagnostic de façade dans lesquels ils sont capables de voir plusieurs choses, les éventuelles fissures lézardes, s'il faut les reprendre, s'il y a effectivement des faux aplombs qui sont trop importants, qu'il faut. Les matériaux, ils ont une certaine souplesse et une certaine capacité à reprendre un petit peu de défauts de planété. Au-delà d'un certain niveau, il y a effectivement des traitements à faire et nos partenaires, ils seront capables de vous le dire de la même façon qu'ils pourront faire un essai d'arrachement pour voir quel type de fixation, quelle densité de fixation. Donc, il y a un accompagnement sur le terrain bien établi par la profession pour toutes ces questions-là. D'accord. Et alors, quand vous nous dites vos partenaires, ce seront plutôt ce serait quel partenaire plus spécifiquement? Donc, Alors, si je peux les citer, notre partenaire historique, c'était Zolpan. Et puis, depuis quelques années, on a aussi des avis techniques avec Weber, Parex, Sto, Baumit, Unicalo. Et bon, je crois que pour l'instant, j'oublie personne. Si je l'oublie, je m'excuse platement. Mais voilà, aujourd'hui, vous voyez, on a de plus en plus de partenaires sur ce sujet-là. Ils ont, eux, la compétence, l'expertise euh, pour vous accompagner dans ces projets-là. d'accord. Ils ont en plus, voilà, je suis transparent, ils ont dans leur offre notre laine notre fibre de bois comme d'autres matériaux isolants. Ils sont capables de vous accompagner le choix de la meilleure solution. D'accord. Moi, j'irais par extension sur cette question-là. Si par exemple vous avez un accident, par exemple une pierre qui vient en débord, difficile à couper, ou d'autres accidents que vous pouvez avoir sur la façade, y a-t-il possibilité d'aller, on va dire, piocher un peu dans l'enduit, qu'il soit biosourcé ou non, hein, sur vos systèmes? Euh, alors, dans certains cas, oui, 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 dans beaucoup de cas, il est possible. Il est possible effectivement d'arraser entre guillemets certains éléments, certains débords. Dans certains cas, si c'est pas possible, on peut les noyer dans l'isolant. Certains éléments peuvent être, si on veut les conserver d'un point de vue architectural, ils peuvent être reconstitués devant l'isolant en les fixant avec des profilés spécifiques que les systémiers ils ont dans leur gamme d'accessoires en les fixant dans la structure porteuse à travers l'isolant. Il y a beaucoup de cas de figure euh, qui peuvent être traités de plein de manières différentes. D'accord. Alors, on a encore deux questions et je vois qu'il est déjà 18h50. La question du feu et de l'incendie, avec la fibre de bois notamment, et tous les matériaux biosourcés, que ce soit en ERP, moi j'étais en ERP ou en logement. Est-ce que vous avez des solutions, des préconisations, des choses particulières à nous indiquer pour ce genre de mise en œuvre? Alors globalement aujourd'hui on a des solutions alors pour l'ITE comme je vous disais en sous-enduit les avis techniques s'accompagnent de appréciations de laboratoire vis-à-vis du risque feu qui montrent qu'en gros c'est des systèmes qui ne contribuent pas à la propagation du feu d'un étage sur l'autre en cas d'incendie, ce qui permet de mettre en œuvre ces systèmes en immeuble d'habitation jusqu'à la troisième famille. Donc, ça veut dire jusqu'à 28 mètres. Au-delà, clairement, on n'ira pas. Vous serez obligé de prendre des matériaux incombustibles. Donc, quatrième famille et IGH, il n'en est pas question. Quand je vous disais, on attend une solution pour le bardage ventilé. Quand on aura le référentiel de mise en œuvre, dans un premier temps, on n'aura pas tout de suite laissé feu parce qu'on ne les a pas encore fait et clairement, avec un enduit sans une lame d'air, ça se comporte d'une certaine façon. Avec une lame d'air et avec un isolant qui sera probablement plutôt un semi-rigide, on ne sait pas encore comment ça se comporte. Donc, dans un premier temps, ces systèmes-là, ils s'appliqueront que sur des immeubles dans lesquels il n'y a pas de contrainte feu poussée. Et après,
On verra si on arrive à être conforme avec des essais-feux. Et pour Ah, ça recoupe à nouveau. les isolants combustibles dans l'habitat et dans les ERP, et choisir le bon écran thermique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne laisse pas un isolant combustible, quel qu'il soit, biosourcé ou pétrosourcé ou tout ce qu'on veut, on ne le laisse pas apparent, mais on le protège avec un écran thermique, ben, on est conforme, qui doit avoir les bonnes caractéristiques, on est conforme à la réglementation incendie. Donc, voilà, Dans ces cas-là, on essaie quand même de vous contacter pour avoir une solution un- absolument. spécifique au projet en cours. Ouais. David Ratana nous interroge sur ce qu'est la glacine et son rapport avec l'isolation. La glacine, bah, écoutez, puisque on pose la question, j'en ai un petit échantillon toujours avec moi. Euh, je ne sais pas si ça se voit. Ça, c'est de la glacine. Je l'avais montré aussi en photo ici, au centre en bas. Bah, en fait, c'est un papier glacé, support d'étiquette, en fait, massivement utilisé dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la logistique. À chaque fois que vous avez un colis ou un bien avec une étiquette dessus, bah, il faut savoir que cette étiquette se trouvait sur un rouleau de glacine qui tournait sur une étiqueteuse dans un entrepôt ou dans une usine. Et aujourd'hui, il y a 80 000 tonnes de glacine chaque année en France, 500 000 en Europe, qui sont utilisées et qui ne sont pas recyclées, qui sont enfuies ou incinérées. Et donc, nous, on a réussi à créer une filière de recyclage pour la glacine parce qu'on en fait un isolant qui s'appelle l'Universel Crystal. C'est une ouate de cellulose unique sur le marché et innovante qui a les mêmes performances que la ouate de cellulose traditionnelle qui est faite à partir de papier de journal. Avec un petit avantage en plus, c'est qu'elle fait moins de poussière quand on la souffle parce elle est moins volatile. Voilà le lien entre la glacine et l'isolation, un lien qui me permet de dire qu'il n'existe que chez Soprema, parce on a été les premiers et les seuls, on a breveté ce produit et ce procédé à créer une filière de récupération des glacines industrielles pour en faire un isolant. D'accord. Est-ce que ces glacines peuvent être appliquées sur la boîte de cellulose déjà en place? Oui, Pour dans éviter la la poussière, mesure, notamment. oui, je dirais, si je me souviens bien comment il est formulé le DTU 45 11, le DTU 45 11, à mon sens, il permet de souffler un nouvel isolant sur un isolant déjà en place. À condition, voilà, encore une fois, comme dit tout à l'heure, qu'on surveille les questions de transfert de vapeur et que l'isolant en place soit encore dans un état convenable. À partir de là, on peut souffler dessus. Ouais. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à peu près là. On aurait certainement beaucoup de questions. On arrive à la fin de notre webinaire. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci Stéphano pour la qualité de votre Merci à présentation, vous. la visibilité de votre gamme. Le prochain, donc comme vous le savez, un chronotech, c'est 50 minutes, 45 minutes, pardon. Euh, donc un contact, donc Stéphano, un outil, toujours Stéphano, je dirais, vous avez un outil spécifique, c'est votre Le guide, thème. le nouveau guide des systèmes d'isolation, Voilà, parfait. disponible sur notre site internet. Très bien. Et puis, donc, on se voit l'année prochaine. Donc, la date n'est pas encore fixée pour le prochain Chronotech. On rencontrera l'AQC et on rencontrera de nouveaux partenaires pour de nouvelles présentations. On vous laisse pendant les fêtes. Pas de Chronotech pour décembre. Merci à tous et je vous dis à l'année prochaine. Merci. Voilà, merci beaucoup et on vous enverra la présentation par email très prochainement. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.